L'invité de France Info ce matin est Christophe Castaner, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, délégué général de La République En Marche, Jean-Michel Apathy. Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. Les enseignes de la grande distribution le reconnaissent aujourd'hui. Elles ont vendu des lots potentiellement frelatés de lait pour nourrissons, alors même que les pouvoirs publics avaient demandé à Lactalis de retirer ces lots. Donc il y a une défaillance de la part des enseignes de la grande distribution. Mais certains disent aussi, mais que font les services de l'État? Ont-ils échoué eux aussi dans leurs opérations de contrôle? Il y a une direction des fraudes qui aurait peut-être dû regarder davantage, après l'interdiction, ce que vendaient ou ne vendaient plus les supermarchés. D'abord, il faut constater le dysfonctionnement global avant de chercher qui est responsable. Mais ensuite, il est nécessaire de trouver qui est responsable pour trouver des solutions pratiques. Début décembre, on a des cas de légionellose, une vingtaine de cas qui apparaissent. Les services de l'État alertent Lactalis. Lactalis prend une première mesure de retirer 12 lots. 12 lots, c'est pas beaucoup. Dès le lendemain, l'État explique à Lactalis que ça ne suffit pas. Et on impose 600 lots de retrait. Ça fait 7000 tonnes. Et ensuite, dans la chaîne, chacun est responsable de ce retrait. Et on a constaté ces dysfonctionnements. L'État est intervenu aussi. Près de 2000 contrôles sur place dans les supermarchés ont été organisés. Mais il n'empêche que quelques boîtes ont continué à être vendues. Donc ce dysfonctionnement n'est pas acceptable. Quelques boîtes, alors au total, si on cumule, des milliers tout de même. Oui, bien sûr. Mais dans chaque unité, vous pouvez avoir quelques boîtes qui sont restées. Donc moi, je ne me satisfais pas des excuses de tel ou tel acteur, distributeur de Lactalis. Ce qui compte, c'est aujourd'hui d'avoir un système qui marche, qui fait que quand il y a une alerte, la totalité des moyens sont mis en œuvre pour empêcher la diffusion de quelques boîtes que ce soit. Mais il faut contrôler. C'est-à-dire que vous pouvez mettre tous les systèmes que vous voulez en œuvre, il faut contrôler ensuite que c'est appliqué sur le terrain. C'est ce contrôle qui a été défaillant. Oui et non, parce que je vous ai dit, 2000 contrôles ont été réalisés immédiatement sur place. Et la pression forte a été mise sur Lactalis, mais aussi sur les distributeurs. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Vous allez faire Comment est-ce que vous allez essayer d'apporter une réponse? Il y a deux sujets. D'abord, il y a une enquête pénale qui a été déclenchée et qui doit permettre de voir quelles sont les responsabilités précises de chacun et avoir des sanctions. Et ensuite, il faut très clairement mettre tous les opérateurs autour de la table parce que chacun est responsable à son échelle d'action de ce système-là pour faire en sorte qu'on ait le système le plus fiable possible. Pour faire une enquête administrative, parce que la justice, ça peut être... La justice, on peut en parler en 5 ans. Vous savez, moi, je suis partisan de tout mettre sur la table. Évidemment, il y a une enquête pénale et il faut aller beaucoup plus vite sur le fait de trouver des process qui permettent de protéger à la fois la santé des Français, mais aussi les filières. Parce que derrière cela, il y a des agriculteurs, des producteurs de lait qui peuvent se retrouver mis en cause dans l'acte de consommation. Et donc, la confiance, elle est indispensable. Il faut de la prévention, il faut du contrôle, il faut de la sanction, mais surtout, il faut de la confiance dans la distribution pour protéger nos agriculteurs. Et donc, une enquête administrative est possible, envisageable, envisagée? Moi, je n'exclus jamais rien pour améliorer le système et faire en sorte que ce qui s'est passé là ne se reproduise plus. Bon, donc vous n'excluez rien, mais ça ne veut pas dire que quelque chose va se passer. Non, Jean-Michel Apathy, ça veut dire qu'évidemment, il faut que quelque chose se passe parce que ces incidents sont d'une gravité. Je suis papa, mes filles sont évidemment plus grandes que celles qui peuvent avoir été victimes de ce produit-là. Mais une chose est sûre, c'est que ça me touche, comme ça nous touche tous, et il n'est pas question qu'un système défaillant puisse être maintenu. La politique que vous voulez mettre en place sur l'immigration suscite déjà, un texte sera présenté en Conseil des ministres le 21 février, si vous confirmez la date, suscite déjà beaucoup de débats et nourrit beaucoup d'inquiétudes. Il y a beaucoup d'acteurs qui parlent aujourd'hui de ce dossier, nous allons tous les évoquer, mais peut-être que le plus spectaculaire, c'est la une de l'Obs aujourd'hui. Emmanuel Macron est en une du magazine, donc l'Obs, il y a des barbelés sur son visage, ce titre « Bienvenue au pays des droits de l'homme » et cette mise en scène sert un texte très fort du prix Nobel de littérature, puisqu'on n'en a pas beaucoup des prix Nobel tout de même, Jean-Marie Gustave Leclésio, qui écrit des choses très fortes. Il fait référence à sa propre expérience de migrant. Lui a fui la guerre à la fin des années 30. Il dit « Nous étions des fugitifs s'il est avéré que pour faire déguerpir les migrants qui dorment sous une bâche par 6 degrés au-dessous de zéro, les milices crèvent leur tente s'il est avéré que l'on rafle les pauvres, eh bien tout cela ne mérite pas d'autre mot que celui-ci, c'est dégueulasse. » Et tout le texte de Jean-Marie Leclésio pointe la dureté de la politique du gouvernement à l'égard des migrants. Qu'est-ce que vous répondez, Christophe Castaner? Il ne faut pas tout confondre. Je pense qu'on peut faire preuve d'humanisme et de pragmatisme. Je pense que l'humanisme et le pragmatisme ne sont pas incompatibles. Nous sommes face à un échec de notre politique d'intégration. D'abord, excusez-moi de vous couper, avant d'aller sur le fond, est-ce que cette une vous pose un problème? Écoutez, ça c'est le choix éditorial de l'Obs qui pense qu'il faut faire ce type de une pour mieux vendre. Peut-être que ça leur permettra de mieux vendre. J'avoue que ça ne correspond pas à la ligne éditoriale du lecteur
que je suis de l'abonné, que je suis à titre personnel de l'Obs. Et effectivement, quand j'ai vu cette une, elle m'a choqué parce qu'elle ne correspond pas à la réalité. Donc on peut faire de la retape, il y a des magazines qui sont spécialisés pour cela. J'avoue que celle de l'Obs m'a un peu surprise. Mais c'est une remarque très personnelle que je vous fais de quelqu'un qui est abonné depuis de longues années à cet hebdomadaire. Et ensuite, je crois que sur le fond, il faut d'abord comprendre l'émotion. J'ai lu l'article de Le Clésio et je comprends parfaitement son émotion. On est sur un sujet qui nous touche tous. J'étais maire de Forcalquier il y a peu de temps. J'étais candidat volontaire pour accueillir des réfugiés. Mais je crois qu'il faut faire la différence entre justement les réfugiés. Ceux qui, comme Le Clésio, il le raconte, ont dû fuir des territoires de guerre pour survivre. Et il nous faut les accueillir et mieux les accueillir. C'était l'engagement, et c'est encore l'engagement du gouvernement, c'était l'engagement d'Emmanuel Macron. Puis ensuite, il y a l'immigration économique. Il y a, par exemple, tous ceux qui sont venus en Allemagne et qui n'ont pas eu la reconnaissance du statut de réfugiés. Ils sont près de 300 000. La migration économique, c'est la faim, la misère, le désespoir, l'incapacité à imaginer une vie dans le pays où l'on est né. Alors la misère et la faim qui poussent les gens. Moi, je pense surtout que c'est un faux rêve. C'est un faux rêve qu'on vend à ces gens-là, de leur dire, si vous avez la possibilité, en passant par la Libye aujourd'hui, de venir en Italie, en France, vous allez trouver le bonheur. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas parce que nous ne sommes pas en mesure, en capacité de bien accueillir 1 million de personnes qui actuellement sont en Libye. C'est ça la réalité politique que nous connaissons. Donc moi, je préfère que nous soyons généreux sur les réfugiés et que nous trouvions les moyens d'une intégration renforcée, qu'on leur offre des droits à la formation, à l'apprentissage du français. C'est ce que nous faisons quelquefois grâce à la mobilisation de citoyens dans nos collectivités locales. Il faut en faire quelque chose qui nous oblige tous, nous les responsables politiques. Et je suis sur ce sujet très offensif et c'est la volonté du gouvernement. Mais en même temps, il faut avoir le courage de dire un certain nombre de choses plutôt que de dire sans faire. Ça fait des années que sur la question des réfugiés, on cherche des oppositions politiques totalement stériles entre les uns et les autres, entre les généreux et les autres. Mais nous ne sommes pas généreux quand nous ne sommes pas en capacité d'accueillir dans de bonnes conditions celles et ceux qui ont le droit fondamental de trouver protection en France. On va continuer à parler de ce sujet extrêmement sensible dans quelques instants. Il est 8h40, l'essentiel de l'info Edwige Coupez. Près de 2000 boîtes de lait Lactalis vendues dans les magasins Leclerc, Auchan, Carrefour ou encore Système U, malgré le rappel des lots susceptibles d'être contaminés par des salmonelles. Pour l'association de consommateurs CLCV sur France Info, tout le monde est responsable dans la chaîne de distribution, y compris l'État. Début de négociation sur la réforme de l'assurance chômage. Plusieurs points de friction entre syndicats et patronat. L'ouverture de l'indemnisation aux indépendants, le contrôle des chômeurs aussi. Rien n'est arrêté, affirme Jean-Claude Mailly sur France Info. Pour le leader de FO, si les fraudeurs doivent bien être sanctionnés, les chômeurs, eux, ne doivent pas être stigmatisés. Après Apple, c'est au tour de Samsung d'être visé par une plainte pour pratiques commerciales trompeuses. Une plainte qui sera déposée dans la journée par l'association Sherpa. C'est une information de nos confrères de France Inter. Le groupe sud-coréen est en effet accusé de ne pas respecter ses propres engagements éthiques, notamment sur le travail des enfants dans ses usines chinoises. Après Monaco, Paris, Rennes et Montpellier sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Le tirage au sort a eu lieu dans la foulée. Les Parisiens iront de nouveau défier les Rennais et Monaco recevra Montpellier. Ce sera les 30 et 31 janvier prochains. France Info. Christophe Castaner, délégué général de La République En Marche, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement et l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy. On comprend que dans la majorité même, beaucoup d'inquiétudes existent, puisque vous dirigez le parti La République En Marche, évidemment. Ceci vous concerne au premier chef, Christophe Castaner. On a noté cette prise de position, ou cette analyse plutôt, de Christian Estrosi, maire de Nice. Il était l'invité de France Inter la semaine dernière. Et à propos de la politique d'immigration imaginée par le gouvernement, Christian Estrosi a dit ceci. Force est de constater que là où souvent la droite a prétendu, réclamé, pris quelques mesures, elle n'est jamais allée aussi loin dans ce domaine. Et donc je ne peux que me réjouir de la volonté du président de la République. La droite n'a jamais été aussi loin dans ce domaine, dit Christian Estrosi. Lui s'en félicite, mais on imagine du coup que ça divise un peu La République En Marche. Non mais c'est un débat d'émotion, je vous l'ai dit. Et donc il est évident... qu'il est dans l'émotion, Christian Estrosi ? Je vais plutôt vous parler des députés de La République En Marche, vu que vous m'interrogez sur eux. Mais je pense que Christian Estrosi peut aussi... C'est juste des émotifs, les députés de La République En Marche. Non, c'est trop facile, Jean-Michel Apathy, de rebondir comme ça. Oui, mais moi je revendique l'émotion. J'espère que vous en avez aussi. Et donc sur ce sujet, on en a tous. Je suis député des Alpes-de-Haute-France, je sais ce qui se passe à Briançon aujourd'hui, et je sais ces migrants qui sont obligés de passer par le col de l'Échelle aujourd'hui dans des conditions épouvantables. Mais c'est justement ce que nous voulons faire, avoir d'un côté de l'humanisme chaque fois que c'est nécessaire et du pragmatisme. Le pragmatisme, c'est de considérer que
quand aujourd'hui, vous avez une décision qui vous refuse le statut de réfugié et donc une injonction de quitter le territoire, on se contente depuis des années que seulement 4% de ces décisions soient mises en œuvre. Ça n'est pas acceptable. Et donc il faut effectivement sur ces sujets montrer de la fermeté. Certains pensent que c'est être de droite. Moi je pense que c'est être juste que de respecter les décisions de justice. Faut-il revoir, réécrire, amender la circulaire Collomb? C'est ça le sujet aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous dites ce matin au gouvernement, au Premier ministre, il faut peut-être assouplir un peu ce texte? Moi je ne crois pas. Je pense que la circulaire Collomb n'est pas un problème en soi. Elle a suscité une polémique, une inquiétude, etc. Le Premier ministre a immédiatement proposé, avant Noël, à l'ensemble des associations qui sont les acteurs de celles et ceux qui permettent justement d'accueillir, quelle que soit la situation de ceux qui ont besoin d'être accueillis et d'être logés, d'être dans un comité de surveillance de la mise en œuvre de cette circulaire. Aujourd'hui, elle fonctionne. Vous n'avez pas des policiers qui vont dans les centres. Vous avez des fonctionnaires de l'OFPRA ou de l'OFII qui sont spécialisés sur ces sujets, qui se rendent sur place pour faciliter le logement, et un logement digne pour ceux qui sont, par exemple, avec le statut de réfugié. C'est ça l'objectif. C'est effectivement d'accompagner les femmes et les hommes dans de meilleures conditions. Il y a eu un emballement sur ce sujet, il y a eu une crainte. Là encore, parce qu'on est dans l'émotion, immédiatement, le Premier ministre a proposé que les associations qui s'en sont inquiétées puissent être dans ce comité de vigilance et de surveillance. Mais quand ces fonctionnaires de la préfecture vont dans un centre d'hébergement et qu'ils constatent que quelqu'un à qui on a refusé le statut de réfugié politique se trouve là, en situation irrégulière, qu'est-ce qu'ils font? On doit lui proposer tous les moyens de retourner dans son pays parce qu'on doit appliquer une règle de droit. Une décision de justice lui a dit vous n'avez pas le droit de rester en France. La question n'est pas tout à fait celle-là. Est-ce que ces fonctionnaires le signalent à la police? Est-ce qu'ils disent voilà, telle personne, il faut qu'elle parte de ce centre d'hébergement parce qu'elle n'a rien à y faire? Ça n'est absolument pas l'esprit de la circulaire. Donc les fonctionnaires et donc ça n'est pas écrit dans la circulaire, ça n'est pas la situation. Et donc les fonctionnaires constatent la personne et lui disent quels sont les moyens, notamment d'aide au retour au pays. Ah si, ça peut servir, parce qu'effectivement, vous avez des gens, vous savez, qui ne maîtrisent pas bien le français, qui sont très loin des centres. Ils ont compris qu'ils sont en situation irrégulière. Hein. Ah non, mais ils le savent, bien sûr. Mais si vous leur expliquez le fait que de toute façon, ils sont dans une impasse, parce qu'ils sont dans une impasse, parce que les conditions de vie dans ces centres d'accueil, et je ne mets pas en cause ceux qui les gèrent, ne sont pas acceptables dans la durée pour chacun. Et donc, il faut effectivement les sortir de cette impasse. Les sortir de cette impasse, ce sont, pour les réfugiés, leur donner les moyens de l'insertion, de la formation, de l'apprentissage de français, de la formation professionnelle pour trouver un emploi partout où c'est nécessaire. Et pour ceux qui n'ont pas le droit de rester en France, d'être reconduits. Et en tout cas, donc, les associations seront reçues cet après-midi à Matignon. Sauf celles qui boycottent. Celles qui boycottent. Et le Premier ministre leur dira, nous ne modifierons pas cette circulaire. Eux-mêmes, d'ailleurs, saisissent, si j'ai bien compris, le Conseil d'État. Oui, un recours au Conseil d'État est déposé contre cette circulaire. Je voulais vous faire écouter Christophe Castaner, l'archevêque de Marseille, Monseigneur Pontier. Il est intervenu hier soir sur RTL pour dire que poursuivre en justice les personnes qui aident les migrants, tout de même, aux yeux de l'Église de France, c'est un peu trop. On écoute Monseigneur Pontier. Je suis assez choqué, oui, je peux dire choqué, par les ennuis judiciaires que peuvent rencontrer des personnes qui accueillent des migrants chez eux. Hein. La générosité, c'est une chose, mais pour qu'elle dure, il faut un accompagnement institutionnel. Il est choqué que des gens qui font un devoir d'humanité nécessaire, sans doute, soient poursuivis en justice. Qu'est-ce que vous lui répondez ? D'abord, je vais vous répondre que vous savez bien que je suis un représentant de l'exécutif et qu'il ne m'appartient pas de commenter une décision de justice. Parce que sinon, je briserait la séparation entre les deux pouvoirs. Mais je ne vais pas me satisfaire de cette réponse. Moi, je comprends ceux qui, de façon tendent la main et accompagnent effectivement celles et ceux qui sont en difficulté. Je l'ai vécu dans ma commune à Fort-Calquier, où on a mobilisé de logements vacants pour, dans ma commune, être volontaire pour accueillir des réfugiés dès le moment de la crise, notamment en Syrie. Et heureusement, j'ai une mobilisation citoyenne pour faire tout ce que j'évoquais, pour travailler sur l'insertion, pour les déplacer, pour aller vers les centres pour travailler, etc. Et donc, j'ai aimé cette générosité-là. Mais il y a quelquefois des gens qui se font une spécialité d'organiser aussi, avec générosité peut-être, des filières. Et donc, ça fait débat, ça peut faire une enquête, ça peut faire une sanction. Mais j'ai remarqué qu'à chaque fois, les juges qui avaient des procédures les ont instruites avec une vraie analyse et que ceux qui étaient dans ce devoir de générosité n'ont jamais été condamnés et c'est une bonne chose. Puisque nous parlons des droits de l'homme, je voudrais que l'on reste un moment sur ce sujet. Emmanuel Macron était en Chine. On sait que la situation des droits de l'homme en Chine est préoccupante. Emmanuel Macron avait promis une diplomatie un peu différente de ce point de vue. Il a paru d'ailleurs assez net dans ses propos quand il a reçu Vladimir Poutine, c'était au mois de mai à Versailles. Et puis encore très récemment, le président Erdogan, à qui, avec diplomatie, il a tout de même dit son fait en matière de liberté publique. On écoute Emmanuel Macron. Nous avons ensuite des désaccords
sur la vision qui est la nôtre des libertés individuelles dans ce contexte. J'ai donc évoqué plusieurs cas au président Erdogan de manière extrêmement spécifique, avec un dialogue qui a été fructueux. Voilà, c'est clair et c'est net. Des cas précis ont été évoqués avec le président Erdogan. C'était moins net quand le président égyptien Al-Sisi est venu en France. Il achète des Rafales. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais en tout cas, là, il ne s'agissait pas de faire la leçon au président égyptien. De la même façon que je n'accepte qu'aucun autre dirigeant me donne des leçons sur la manière de gouverner mon pays, je n'en donne pas aux autres. De la même manière, en Chine, on a noté qu'Emmanuel Macron... mais là, les Chinois nous achètent des Airbus, était aussi assez conciliant avec le président chinois. Il y a des différences entre nous, qui sont liées à notre histoire, à nos philosophies profondes. C'est dans ce dialogue respectueux des différences et dans cette diplomatie efficace et amicale qu'on obtient des rapprochements et des résultats, beaucoup plus que dans une diplomatie de l'hygiaphone ou de la provocation. On est plus gentil avec les Chinois et les Égyptiens qu'avec les Turcs. C'est curieux, hein ? Je voudrais revenir sur votre intervention, sur vos propos. Ne pas lier le lien économique en citant Airbus. Il est difficile à ne pas Oui, mais sauf que vous avez tort. Difficile de ne pas le faire. Oui, mais sauf que Jean-Michel Apathy, vous avez tort. Je vais prendre l'exemple de l'Égypte et l'exemple de la Turquie. Nos échanges commerciaux avec la Turquie sont largement supérieurs à ceux que nous avons avec l'Égypte. Donc votre analyse, excusez-moi, tombe. Oui, non, peut-être sur les Rafales, mais il n'empêche... L'Égypte nous a quand même donné un sacré coup de main avec les Rafales. Est-ce que vous pensez que c'est seulement la question des Rafales qui fait la relation diplomatique ? Moi, je suis dans l'économie et dans l'échange commercial. On a des échanges commerciaux beaucoup plus importants avec la Turquie qu'avec l'Égypte, et donc ça n'est pas ça qui conditionne cela. La vraie différence, c'est que quand le président de la République est en France, il peut évoquer ces sujets-là. On ne se rend pas dans un pays étranger pour donner des leçons publiques à l'étranger, à ce pays étranger. Il n'empêche que dans les échanges entre le numéro 1 chinois et le numéro 1 français, aucun des sujets que vous évoquez n'a été épargné. 8h50, l'essentiel de l'info de Vich Coupez. C'est la deuxième grande réforme sociale d'Emmanuel Macron, l'assurance chômage. Syndicats et patronat lancent les négociations cet après-midi au siège du MEDEF. Conclusion, dans un mois pour un projet de loi au printemps. Le gouvernement a déjà donné sa feuille de route. Ouverture de l'indemnisation aux indépendants et aux démissionnaires. Lutte aussi contre les contrats courts. La circulaire sur le contrôle des migrants contestée en justice. Une vingtaine d'associations réclament sa suspension devant le Conseil d'État. Certaines, comme MSF, ont même choisi de boycotter la réunion à Matignon cet après-midi. Le Premier ministre va présenter les grandes lignes du futur projet de loi sur l'immigration. Le texte est attendu le mois prochain. Les États-Unis pourraient finalement revenir dans l'accord de Paris sur le climat. L'éventualité a été évoquée par Donald Trump hier. Le président américain n'a pas précisé toutefois quand et comment. Il continue toujours de décrire cet accord comme injuste pour les États-Unis. Et moi, je vis toujours. C'est le dernier livre de Jean d'Ormesson. Il sort aujourd'hui en librairie, 1 mois et demi après la disparition de l'écrivain. Sa fille, Héloïse d'Ormesson, évoque sur France Info une fête en larmes. France Info. Christophe Castaner, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, délégué général de La République En Marche, et l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy. 100 femmes ont signé un appel que le journal Le Monde a publié, où elles revendiquent un droit à être importuné. C'est une réponse au débat qui a suivi l'hashtag Balance ton porc. Sarah Chiche, qui est l'une des rédactrices de l'appel, était l'invitée de France Info hier, et elle expliquait ce droit à être importuné de la manière suivante. Ce que nous pensons, c'est qu'il y a une liberté d'importuner. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que pour pouvoir dire non à un homme, encore faut-il qu'il puisse faire une proposition, et que cette proposition, il puisse la faire librement. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce droit à être importuné ? J'aime pas l'expression, parce que quelle est la limite de ce que celle que je vais importuner considère comme juste un petit moment de drague, et je vais être un peu provocateur en disant cela, et la vision de l'homme que je suis qui dit « Ah non, mais où est la limite ?» Et donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait des limites claires. On n'a pas le droit de tripoter, c'était dans la tribune, de frotter, comme on dit, dans le métro. Vous n'avez pas aimé cette tribune ? J'ai pas aimé certaines de ces expressions. Par contre, elles posent un vrai problème. Oui. Celui de savoir quelle est la limite d'une société qui devient de plus en plus standardisée, où des mots sont interdits, où l'humour est interdit, où la blague potache peut être interdite. Et à l'inverse, la blague potache qui alimente toute forme d'inégalité entre les femmes et les hommes n'est pas acceptable. En tout cas, c'est un débat, visiblement. Bon, là, ce sont des femmes qui le mènent, évidemment. Les hommes aussi doivent y participer. C'est un débat qui ne s'éteint pas. Non, il ne s'éteint pas, mais il faut dire que le mal est profond.
Et pour traiter le mal, il y a eu ce phénomène un peu exceptionnel. Il a fallu qu'un producteur américain soit mis en cause pour qu'on libère la parole. Moi, ce que je sais, c'est que quand nous avons organisé avec Emmanuel Macron la grande marche dès l'été 2016, c'est un sujet qui est sorti comme une évidence. Cette violence du quotidien. Et d'ailleurs, dans la première... Cette violence du quotidien, des femmes évoquaient cette violence qu'elles subissent au quotidien. Et d'ailleurs, dans la première réunion de rendu de la grande marche, c'était à Strasbourg, c'est un sujet que nous avons abordé. Et à ce moment-là, on n'a pas réussi à provoquer le débat. Et on a dit, oh, mais c'est trop long, c'est des sujets du quotidien. On sait déjà cela. Et au fond, on n'a pas réussi à le poser au cœur de la campagne électorale. Et c'est pour ça que... déjà, vous l'avez vu un peu, mais vous n'avez pas formalisé ça dans une proposition de campagne Si, alors on l'a fait. Et on l'a d'abord posé comme premier rendez-vous de cette grande marche. Et on l'a posé en faisant de la cause pour l'égalité entre les femmes et les hommes, la grande cause nationale du quinquennat. Mais il n'y avait pas la médiatisation de cela. Mais la vraie difficulté, c'est qu'à un moment donné, moi j'ai toujours peur de la standardisation des comportements, du modèle unique de comportement, une sorte d'américanisation que l'on connaît où jamais un homme aujourd'hui peut prendre un ascenseur avec une femme. Et c'est toute la question de cette limite-là. C'est la même chose sur l'humour. Est-ce que Coluche aujourd'hui pourrait faire les émissions qu'il faisait il y a quelques années? Nous savons que la réponse est non. Et donc ça mérite un débat apaisé. Il ne faut pas que ça s'oppose de tribune à tribune et qu'on réponde de tribune à tribune. Mais je pense que notre société a besoin d'un débat apaisé là-dessus. Mais on a tellement banalisé toutes les violences faites aux femmes qu'il faut aujourd'hui être extrêmement ferme sur ce sujet, ne pas accepter, par exemple, qu'on puisse frotter. Je reprends cette expression qui, effectivement, m'a choqué. Un mot sur la réforme de l'assurance chômage. Il y a un premier round de négociations qui s'ouvre aujourd'hui. Le contrôle des chômeurs, on y va ? D'abord, on le fait déjà. Le nouveau contrôle des chômeurs, alors, si vous préférez. Mais moi, le contrôle des chômeurs ne me choque pas. Ne me choque pas parce que dans le contrôle, il y a aussi l'accompagnement des chômeurs. Et quand vous avez 86%, il faut rappeler les chiffres de gens qui sont chômeurs en active recherche d'emploi, il faut d'abord réaffirmer cela. Est-ce qu'il faut le renforcer? C'est ça la question. Parce qu'il existe déjà, tout le monde en connaît. Est-ce qu'il est insuffisant aujourd'hui? Non, alors, il y a des expérimentations qui sont faites et pas sur l'ensemble du territoire. Elles fonctionnent. On s'est aperçu, c'est le chiffre que je viens de vous donner, que 14% des gens ne sont pas en recherche active. Et on parle bien de ceux qui sont en potentiel de recherche active. Quelqu'un qui a 60 ans aujourd'hui est accompagné par Pôle emploi, mais n'est pas considérés comme devant avoir cette recherche active. Et donc, ces personnes-là, il faut les identifier, non pas pour les condamner, mais pour les accompagner, pour leur donner les moyens d'une recherche active. C'est un corollaire. Au bout de 2 demandes, l'idée c'est... on supprime l'indemnisation. Alors ça c'est une des propositions sur lesquelles Emmanuel Macron... Vous êtes d'accord avec cette proposition? Pour une raison simple, c'est que c'était au cœur du projet électoral d'Emmanuel Macron et qu'on s'en est jamais caché. L'idée de créer des droits nouveaux, notamment l'universalité du droit au chômage pour un artisan, pour un commerçant, pour quelqu'un qui peut démissionner s'il a un projet professionnel derrière. Aujourd'hui, ils n'ont pas le droit au chômage et on veut élargir ces droits. Mais à des droits nouveaux correspondent des devoirs nouveaux. Celui de la recherche active me semble un devoir évident. Et dans le même esprit, à un moment donné, il faut que si vous avez une offre raisonnable qui correspond à votre formation, au territoire où vous habitez, vous n'avez effectivement pas la possibilité 3 fois, 4 fois, 5 fois de refuser cette offre si vous avez une offre évidemment raisonnable. Tout le débat, c'est la définition de ce caractère raisonnable. Si j'ai une formation de boucher et qu'on me dit tu es gentil mais tu vas aller travailler à 100 km de chez toi comme coiffeur, il y a assez peu de chances qu'on puisse la considérer comme une offre raisonnable. Vous y revenez souvent, vous venez de le faire d'ailleurs, aux promesses de la campagne électorale. Ce qui est normal, c'est le contrat qui nous lie aux Français. Au mois de mars 2017, Emmanuel Macron avait promis ceci. Un service national de durée courte, obligatoire et universel sera donc instauré. Chaque jeune Français ira ainsi à la rencontre de ses concitoyens, fera l'expérience de la mixité sociale et de la cohésion républicaine durant 1 mois. Bon, celle-là, elle est à l'eau. Non, elle n'est pas à l'eau, au contraire, on y travaille activement. La mission on nous dit, mais non, ça ne va pas être les jeunes de 18 à 21 ans, ça va être 10 à 16 ans, et ça ne va pas être 1 mois, ça va être 1 semaine. Non, c'est une des propositions qui a été faite dans le cadre d'un groupe de travail qui bosse sur ce sujet. Ah, vous y travaillez au moins, là? Bien sûr, rien n'est dit. La preuve, c'est qu'il y a un groupe de travail. Non, il y a un groupe de travail. Nous avons un séminaire de rentrée. Je peux vous dire que la ministre Darrieussecq a abordé ce sujet dans le séminaire de rentrée. Je ne vais pas rentrer plus en détail parce que c'est un séminaire gouvernemental avec le président de la République, mais c'est une mesure importante de citoyenneté. Je rappelle que l'enjeu pour nous n'est pas un enjeu militaire, de défense militaire, mais un enjeu de citoyenneté. Je pensais qu'elle était à l'eau, mais non. 2 petites questions rapides. Vous avez vu que Gérald Darmanin n'est pas heureux à son ministère?
Il le dit dans la revue Charles. Oui, Qu'est-ce qu'il faut faire pour lui? il dit que la vie, les contraintes... Je ne suis pas très heureux, dit-il. En gros, il explique que les contraintes qui sont imposées à un homme public ne sont pas toujours évidentes à vivre. En tout cas, ça ne vous a pas échappé, cette citation. Vous auriez... Non, j'ai même noté. Alors, je vais faire de la publicité pour son interview en version longue où il explique que s'il avait dû être membre d'un gouvernement présidé par Richard Ferrand ou Christophe Castaner, il aurait refusé. J'ai mal pris cela. Bon, vous allez rester abonné à l'Obs ou pas? Je vais rester abonné à l'Obs parce que je suis un garçon fidèle. Merci beaucoup. Mais je peux être critique. Merci Christophe Castaner, bonne journée à vous.